Fortnite, vous en avez forcément entendu parler, c'est un jeu qui est devenu plus qu'un jeu, l'une des grandes révélations de l'année 2017, un phénomène, un colosse culturel, et évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent mal, je vais vous le présenter. Fortnite c'est un Battle Royale, un style de jeu très populaire et répandu aujourd'hui, dans lequel les joueurs sont placés dans un même monde, et dans lequel, très simplement, ils doivent trouver des armes et s'éliminer en se tirant dessus jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'est sévère, c'est brutal, c'est très excitant, mais bon, pour le moment, ça reste très classique. Des jeux sur lesquels les joueurs se tirent dessus pour gagner, ce n'est rien de très original. Mais si Epic Games développe Fortnite, à la base, c'est parce qu'ils ont pour projet de faire un mélange assez particulier en s'inspirant des jeux de tir d'un côté et des jeux de construction de l'autre, et ce que ça donne, c'est quelque chose de très frais. Des joueurs qui ont la possibilité de se tirer dessus et de poser des constructions au sol. Quand ils traversent la carte, ils peuvent récolter des matériaux comme du bois, de la pierre ou du métal, qu'ils peuvent ensuite transformer en des murs, posables au sol ou penchés, bref, ce qui semble permettre une sacrée diversité de constructions dans une partie. Et au départ, vous savez quoi? Quand les nouveaux arrivants découvrent le jeu, ce qu'ils font avec ces deux mécaniques, le tir déjà, et puis la construction, c'est qu'ils ignorent complètement la construction, et ils tirent. Les constructions c'est sympa, ça rend le jeu un peu original, oui d'accord, je peux peut-être poser un mur ici pour me protéger, mais la vérité c'est qu'au départ tout le monde s'en fout de cette plateforme, les joueurs sont juste là pour se tirer dessus. Mais que les constructions soient utilisées ou non, peu importe. Dès qu'Epic Games sort son jeu Battle Royale, fin 2017, Fortnite explose. Durant ses 2 premières semaines d'existence, le jeu engrange plus de 10 millions d'inscriptions. Tout le monde en parle, tout le monde y joue, les créateurs de contenu se ruent dessus, on ne peut plus traîner sur YouTube sans se voir recommander 50 vidéos de gameplay hésitant. Bref, à ce moment-là, il est clairement en train de se passer quelque chose, Fortnite devient un phénomène. Et les mois qui suivent ne vont faire que le confirmer. Collaboration folle, somme d'argent indécente, record de joueurs, record de vues. En 2018, Fortnite semble vraiment être le jeu le plus populaire de la planète, ce qui fait qu'un nombre invraisemblable de talents s'essaye à ses mécaniques. Toutes ces mécaniques. Vous vous souvenez des constructions, la mécanique abandonnée des départs hésitants de Fortnite? Au départ, rappelez-vous, ça ressemble à ça. Et bien, après quelques mois, on évolue dans un univers bien différent. Ça va vite, hein? La construction en quelques mois est devenue une mécanique extrêmement complexe, un secteur du jeu à part entière, qui nécessite des centaines d'heures d'apprentissage et de répétition, parce que le but, maintenant, ce n'est plus seulement de poser un mur pour se protéger, ou de poser un escalier pour monter un peu. Les joueurs les plus expérimentés construisent d'immenses tours, d'immenses forteresses en quelques secondes. Ils posent, modifient, cassent et reposent des murs, sans cesse, dans ce qui ressemble, vu d'en bas, à une sorte de danse. Je sais que Fortnite a ses détracteurs, je sais que le jeu ne plaît pas à tout le monde, que la construction gâche pour certains l'aspect compétitif du jeu, mais soyez honnête quelques secondes avec vous-même et admettez un instant qu'il est difficile de ne pas être impressionné par la vitesse d'exécution des joueurs qui construisent devant vous, et difficile de ne pas trouver cette explosion contrôlée de matériaux plutôt jolie. Moi, ça m'hypnotise un peu. Je crois que j'aime bien. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout le seul à bien aimer. En 2018, Fortnite accueille plus de 125 millions de joueurs. Les structures e-sportives arrivent les unes après les autres, pressées de récupérer une part de ce qui semble devoir devenir l'un des e-sports les plus populaires de la planète. Certains créateurs de contenu explosent du jour au lendemain, deviennent des stars en surfant sur l'une des vagues de popularité les plus extraordinaires de l'histoire du jeu vidéo. Et Epic Games, le développeur de Fortnite, s'en sort très bien. Pour vous donner une idée, en 2018, on estime que la compagnie a engrangé plus de 2,4 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Tellement d'argent à vrai dire que le studio décide de passer à l'étape supérieure. Juin 2018, la nouvelle tombe. Epic Games annonce la Fortnite World Cup 2019, la Coupe du Monde donc, qui se déroulera un an plus tard et qui met en jeu pour l'événement final la somme faramineuse de 30 millions de dollars. Ça fait beaucoup. Et tous les joueurs de Fortnite deviennent complètement fous. Les qualifications se dérouleront dans les mois à venir, seront ouvertes à toutes et tous, qui que vous soyez, quel que soit votre parcours, que vous ayez une équipe ou non. Epic Games vous annonce qu'en surmontant les épreuves qu'ils placeront face à vous, vous pourrez vous qualifier pour la Coupe du Monde, en gagnant même pour les derniers la somme minimum de 50 000 dollars, et en vous promettant la chose suivante, vous pourrez, du jour au lendemain, devenir millionnaire. Si le jeu était populaire à ce moment-là, vous imaginez bien qu'il n'en fallait pas plus pour que les aspirants professionnels de Fortnite deviennent obsédés, et pendant des mois, sur chaque continent de la planète, la compétition fait rage. Tout le monde veut passer, les épreuves de qualification se succèdent, en solo, en duo, peu importe, tous les moyens sont bons, tout est mis en œuvre par les joueurs pour avoir la chance de montrer ce dont ils sont capables sur l'une des plus grandes scènes de l'histoire du jeu vidéo. Et puis, juillet 2019, on y est. Ok, décor. États-Unis, New York City, stade Arthur Ashe, le plus grand stade de tennis de la planète, plus de 20 000 places disponibles, au centre duquel a été montée une immense structure qui permet non seulement aux parties d'être rediffusées sur des écrans géants qui font face au gradin, mais qui permet aussi d'accueillir les joueurs qui vont participer au tournoi. Et des joueurs, il y en a un paquet, puisqu'une partie de Fortnite se joue à 100. Il fallait bien ça pour les accueillir. La World Cup 2019, c'est 2 événements principaux, un tournoi en duo qui se déroule le 27 juillet, remporté par 2 Européens qui emportent chacun 1,5 million de dollars, et un tournoi en solo, événement principal de la compétition qui se tient le jour d'après. Les joueurs arrivent les uns après les autres, présentés par les commentateurs, des monstres, souvent très jeunes, qui viennent des 4 coins de la planète, tous passés par des épreuves plus ardues les unes que les autres, s'étant battus durant des mois pour se tenir toujours un peu plus haut, toujours un peu plus près des sommets du classement. Vous ne le saviez sûrement pas, mais c'est bien en tout 40 millions de joueurs qui ont tenté de se qualifier pour
la Coupe du Monde, 40 millions. Ce qui nous fait prendre conscience que ces joueurs-là, malgré le fait qu'ils sont 100, sont en fait tellement peu. Ce sont la crème de la crème, chaque individu un prodige différent qui, pour en arriver là, au milieu de ce stade, ce 28 juillet 2019, a dû se frayer un chemin parmi des dizaines de millions de compétiteurs. Rappelez-vous bien que pour chaque joueur que vous voyez à l'écran, ce sont 400 000 autres qui ne sont pas passés. Que des monstres donc, et pourtant, ce jour-là, il n'y aura qu'un gagnant. Ok, il y a 6 parties de prévues. Le but, engranger le plus de points possible à la fin de ces 6 parties. Pour faire des points, 2 méthodes. La première, tout simplement, tuer des joueurs. La seconde, survivre le plus longtemps possible, chaque joueur éliminé rapportant des points à partir d'un certain seuil. Et pour viser le haut du classement, il n'y a pas de secret, il vaut mieux chercher à faire les deux. À New York, il est 13h. Les 100 joueurs sont installés, ils attendent. Et puis, ça commence. Première étape, le lancement. Les joueurs sont dans les airs, ils peuvent regarder la carte pour savoir où ils se trouvent. Le but, ici, c'est d'atterrir à un endroit qui leur permettra de récolter un grand nombre de ressources et de bonnes armes, le tout sans être immédiatement tué par un joueur qui déciderait d'atterrir au même endroit. C'est une situation tendue, tout le monde a conscience, à ce moment-là, dans le stade, que la compétition est vraiment lancée. Quelques joueurs commencent à s'éliminer, mais la majorité survit, intéressée seulement par la récolte de matériaux, et par un autre concept qu'il va falloir intégrer, la zone. Dans une partie de Battle Royale, les joueurs s'éliminent, mais le monde ne change pas de taille, ce qui fait que les joueurs, si rien n'était fait, et auraient au bout d'un moment du mal à se trouver parce que la carte est très grande. La solution de la grande majorité des Battle Royale est celle de Fortnite, établir une zone aléatoire que les joueurs devront rejoindre avant un certain temps s'ils ne veulent pas prendre de dégâts et risquer la mort. Plus le temps passe, plus la zone rétrécit, de manière à ce qu'à la fin, les joueurs restants n'ont plus d'autre choix que de s'affronter. Ce concept il est brutal parce que la position de chaque zone est aléatoire, ce qui fait qu'au lancement de chaque partie, il n'y a pas un joueur qui a la moindre idée d'où le jeu se terminera. Le but, idéalement, c'est d'être toujours le mieux placé pour atteindre la zone suivante, et on trouve pour ça généralement 2 courants. Le premier, rejoindre la zone le plus vite possible, de manière à s'installer en son sein au meilleur endroit atteignable et accéder à la zone suivante dans la meilleure des positions, souvent le plus haut possible pour avoir une bonne vision, éviter les combats et se repositionner plus facilement. Le deuxième, arriver en retard, rester toujours en bordure de zone, ne pas chercher à être le premier mais plutôt à jouer au maximum la carte de l'adaptation. Ok, dit comme ça, si vous n'avez jamais vu de partie de Fortnite à niveau professionnel, vous ne vous rendez sûrement pas compte de ce à quoi ça ressemble. En effet, dans une partie normale de joueurs normaux, dans les zones finales, les joueurs sont quoi, 5? Bon, et ils sont occupés à se tirer dessus, hein, je dis pas, il y a des choses à faire. Sauf que là, on fait face à l'élite de chaque continent, littéralement les 100 meilleurs joueurs de la planète, la poignée de joueurs qui ont réussi à s'extirper d'une masse de 40 millions d'inscrits. Et les fins de partie, ce ne sont rien de plus que du chaos. Ok, on va déjà pouvoir présenter nos personnages principaux. Quand je vous disais qu'on trouvait des joueurs très jeunes ici, je ne plaisantais pas. Voilà King, argentin, joueur de 13 ans, très mécanique, très agressif, absolument monstrueux, et je vous le dis, je ne comprends pas, voilà, c'est plus fort que moi qu'un enfant puisse jouer devant autant de gens pour autant d'argent avec autant de confiance. Ça me dépasse. Vous allez voir King, il n'en a absolument rien à faire. S'il veut tuer quelqu'un, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aller tuer ce quelqu'un, peu importe les conséquences. Déjà en début de partie, la toute première partie d'un des plus grands tournois de l'histoire du jeu vidéo, plutôt que de se terrer comme je l'aurais fait si j'avais été à sa place, comme un enfant normal dans une situation de pression extrême, il va aller chercher la boxe d'un gars, s'y pose, sans pression, casse un mur, envoie un coup de pompe avant que l'autre puisse se protéger, et puis récupère son stuff dans la foulée. Bon, on n'a pas eu la même enfance, je pense. Ok, on va avancer un peu avec lui jusqu'en fin de game, le voilà au milieu de la tempête, et évidemment fidèle à lui-même, plutôt que de chercher à tout prix à survivre, ce qu'il veut, c'est faire un carnage. Alors devinez quoi? Il fait un carnage. Finalement, après 7 kills, ce qui est énorme, il se fait abattre, ce qui va me permettre de passer à notre prochain protagoniste, l'américain Psalm, qui, lui, à l'opposé de King, fait partie des plus vieux de la compétition, à 24 ans, et avec un profil assez atypique. De base, Psalm, c'est un pro sur Dota, et ancien joueur au rang de Heroes of the Storm, qui, à l'annonce de la World Cup, a décidé de tout plaquer pour se consacrer entièrement à Fortnite. Ce qui paraissait fou sur le moment, sauf que Psalm a progressé à une vitesse absolument folle, en utilisant une arme complètement différente de celle de King, son esprit analytique. En arrivant à la World Cup, il est conscient que ses réflexes et ses capacités d'exécution sont en deçà de celles des jeunes monstres qui l'entourent, alors fort de son expérience de pro sur Dota, il fait ce qu'il fait de mieux, il analyse ce qui l'entoure pour pouvoir se placer correctement. Son plan de jeu c'est ça, ne pas chercher le combat, ne pas chercher les kills, mais emmagasiner un grand nombre d'informations et agir en conséquence de manière à toujours être au bon endroit, à temporiser quand il le faut, accélérer quand c'est nécessaire, et toujours faire partie des derniers à survivre. Bon, ici Psalm en fin de partie est bien placé, il fait partie des 3 derniers joueurs avec 3 kills à son actif. Ça part très bien. Sauf que
Je vais devoir vous présenter notre troisième protagoniste. Pour se qualifier à la World Cup, il fallait participer à des phases de qualification par continent. Chaque semaine, pendant 10 semaines, était organisé un tournoi par continent. Pour chaque tournoi, les 6 joueurs en haut du classement étaient considérés comme qualifiés pour la World Cup. Quand vous ratez votre semaine, que vous ne faites pas partie des 6 premiers, vous devrez recommencer la semaine qui suit, et puis celle qui suit, jusqu'à réussir à faire partie des 6 premiers. Pour beaucoup de joueurs, cette phase de qualification, c'était un vrai marathon et une vraie source d'angoisse. Réussir à se qualifier dans le top 6 d'un continent entier sur un jeu aussi chaotique, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une vraie purge, à vrai dire. Mais pas pour tout le monde. Parce que dès la première semaine, évidemment, dans un continent donné, 6 joueurs avaient déjà bel et bien réussi à se qualifier, et parmi ces 6 joueurs, il y avait même un premier. Et pour vous faire comprendre qui est ce premier, je vais vous présenter les 3 grandes phases de jeu sur Fortnite. La première, c'est l'early game, durant laquelle les joueurs atterrissent, récupèrent des armes et récoltent des matériaux. La deuxième, c'est le mid game, la phase de rotation, durant laquelle les joueurs rejoignent chaque zone tout en continuant à récupérer des matériaux et en prenant des fights pour tuer des joueurs. La troisième, la dernière, c'est le late game. La zone commence à être très petite, les joueurs s'entassent, hyperactifs comme dans une immense fourmilière aux murs et couloirs en position changeante. Le late game, c'est une tornade, c'est un environnement de chaos pur durant lequel les joueurs sont obligés de tout mettre en œuvre pour survivre. Certains joueurs comme King s'en sortent très bien en late game en allant chercher le combat à tout prix et en faisant jouer leur mécanique exceptionnelle. D'autres, comme Psalm, arrivent à naviguer le chaos, à se frayer un chemin, à mettre de l'ordre dans le désordre et à trouver la route qui leur permettra de survivre. Et puis, il y a un joueur qui fait les deux. Je vous présente le tout premier joueur qualifié de la région Amérique du Nord, le numéro 1, Bugha. from Bugha. What a monster, the first victory royale. The crowd on their feet. Bugha, calm, cool and collected. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi il s'est qualifié en premier. Première game sur 6, Bugha est le dernier survivant et il a tué 9 joueurs. Au classement, Bugha top 1, King top 2, Psalm top 3. Bon, la deuxième game sera moins significative dans le grand ordre des choses, même si on y voit deux choses. Tfue, probablement le joueur de Fortnite le plus connu du moment, le plus gros créateur de contenu du jeu, a la très mauvaise idée de se mettre sur le chemin de King. Bon, King vient le laver en quelques secondes à peine et récupère son stuff sans la moindre pression, alors ça le motive et il se dit que finalement, pourquoi ne pas simplement continuer. Il tombe finalement après avoir récupéré 5 kills, Bugha est mort plus tôt dans la game, et Psalm c'est un peu après King, ce qui laisse le champ à deux finalistes, l'américain Dubs, qui s'est qualifié en deuxième en Amérique du Nord, et l'espoir français Skite, une finale qui va en être une de positionnement, à l'issue de laquelle Dubs ne va pas réussir à rester dans la zone et mourir devant Skite, qui vient prendre cette deuxième game. La troisième game est plutôt molle aussi, King, à ce stade le joueur avec le plus de kills du tournoi, va mourir dès le début, Bugha arrive à prendre un kill en late game mais meurt en 10ème position, Dubs, l'américain, se retrouve encore une fois en finale, et, pas inquiété cette fois-ci par une zone compliquée, peut prendre son 1v1 comme il se doit. Holding position, Dubs has the high ground, but he lands in front of him, and Dubs gets a victory royale on the world stage! Bon, pour le moment, à part la première game, il n'y a aucune vraie domination, et les noms du début reviennent peu. Ne vous en faites pas, ça va changer. Quatrième game sur 6, King, piqué de la partie précédente, est de retour à la base, voir ennemi, tuer ennemi. Arrivé en
late game, on retrouve le joueur américain de FaZe, Mongraal, annoncé comme l'un des immenses favoris du tournoi et qui jusqu'à présent semblait avoir un peu de mal. Il est ici déjà à 4 kills et il semble décidé à ne plus avoir de mal. Down to the final moments, top 5 monster. He had to fully commit there. Those are the maps that he needed. He's still in the game here. He's gonna go all the way for it, and that's a trade out with the 109 to the face here. Huge elimination on Takamura. We're into a 1v1v1v1. Top 4 players now. Mongraal in the ultimate low ground, going up against a player. That's gonna be Booga. The game 1 winner will not be enough against Mongraal, who does get picked quite a bit. He loses a lot of HP. No more builds, but the victory. Il termine au final deuxième après avoir réalisé 7 éliminations et en se retrouvant sans vie et sans matériaux à se faire achever par Psalm qui attendait, toujours intelligent, bien patiemment, plus haut. Le top 3 de cette 4e game, Psalm, Mongraal, Booga. Et le fait qu'on retrouve les mêmes noms au sommet, je vous le dis, c'est plus impressionnant que vous l'imaginez probablement. Les Battle Royale en fin de partie sont, vous l'avez vu, du chaos à l'état pur, et ça semble être d'autant plus vrai pour Fortnite. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde et terminer 15e. Votre talent doit être mobilisé à l'extrême, en permanence, sans relâche, avec un esprit en analyse constante, avec une gestion du risque et du stress poussée à son maximum si vous désirez atteindre le haut du classement. Dans cette boîte d'aléatoires que semblent être les quelques dernières minutes d'une partie professionnelle de Fortnite, il semble évident que ceux qui se retrouveront au sommet ne seront jamais vraiment les mêmes. Et pourtant, si. À ce stade, après 4 games, on retrouve Nate, français, en 3ème position avec 26 points, Psalm en 2ème position avec 29 points, et Booga au sommet avec 37 points, qui ne se contente pas seulement de cumuler des points de placement, il est aussi le joueur qui a fait le plus de kills, avec 15 tués, dépassant même d'une élimination King, le joueur le plus agressif de la partie. 10 points d'avance à ce stade, c'est massif. Le plan de jeu de Booga, maintenant, c'est de consolider sa première place, de jouer prudemment pour s'assurer des positions correctes en fin de partie. L'américain, à ce moment-là, sait que sur la partie suivante, il peut déjà éteindre le tournoi. Il sait qu'il peut devenir champion du monde. 5ème game sur 6. King, comme d'habitude, cherche le combat dès le départ. On le retrouve ici sans trop de vie à côté d'un autre joueur, abîmé lui aussi. Dans ce cas-là, évidemment, on se cache, on reprend la vie et on repart au combat plus sereinement. Sauf quand on est King, visiblement. King building up and layering yet again. Oh my goodness, shockwave. He's actually going for it. Are you kidding me? Booga de l'autre côté de la map tombe à côté de Bunny et évidemment moins agressif que King, préfère attendre pendant 2 minutes, absolument pas désireux de combattre. Quel intérêt de risquer sa vie alors qu'il reste plus de 70 joueurs dans la partie et que seul le top 25 gagne des points de placement. Bunny s'en va finalement, comprenant qu'aucun des deux ne veut mourir aussitôt. Booga part aussi de son côté pour rejoindre la zone, il se permet quelques balles sur un joueur qui se montre un peu trop, se terre quelques minutes en récupérant des matériaux, et puis, après quelques temps, attrape à la volée un joueur qui a la très mauvaise idée de se terrer devant le numéro 1 du tournoi. Psalm, lui, en plein combat, prend une grosse balle de pompe dans un échange mal maîtrisé et décide de s'enfuir immédiatement, conscient plus que tout le monde que sa force réside dans sa capacité à se positionner. Il part se terrer ailleurs, pas trop loin d'ailleurs de Booga, en pleine zone, qui lui est installé au sommet d'un terrier de joueurs tassés les uns sur les autres. Il peut observer, serein, ce qui se passe autour, se permettant des tirs toujours bien choisis quand il se rend compte qu'un joueur est exposé. Quand il reste 50 joueurs, la zone descend vers le sud. Bien positionné, Booga s'envole immédiatement, sans attendre une seule seconde, et se repositionne parmi les premiers dans la zone. Près de Bunny d'ailleurs, qu'il avait quitté quelques minutes plus tôt. Il le sait, là, c'est la Coupe du Monde qui est en jeu. S'il joue sa position intelligemment, il peut déjà tout rafler. À ce stade, un top 10 lui suffirait. 40 joueurs, nouvelle zone. Comme d'habitude, l'américain n'attend pas une seule seconde, il s'éjecte de sa position, atterrit plus bas, se terre, prend une shadow bomb qui lui permet pendant quelques secondes de partiellement se camoufler et de récupérer un saut à chaque fois qu'il touche une surface, idéal pour se repositionner, donc il continue sa rotation, devant maintenant suivre une zone minuscule qui bouge en permanence et dans laquelle évoluent toujours 35 autres joueurs. Pas de points avant le top 25, alors tant qu'il n'a pas besoin de se battre, il continue à tourner, s'adaptant en permanence, suivant le flow de la partie. Top 26, il doit bouger, il prend de la hauteur, il se terre, prend une potion, top 25. Psalm, le deuxième du tournoi, tombe en 20e position, pas Booga. That's a very smart play. In that moment, you have a baller flying up. You don't want those players to hold on to those. Taking the shots to break it out, maybe force an engagement. Only 8 builds. 15 now. Out of builds, no movement items, made it to top 15. For me, this is already a fantastic game for Booga. You've got placement points. Another elimination! How about a second? Booga, what are you doing? 2 elims come in. He's back up to near full HP. Slugs Mats, 1 player below. Booga just staying ahead of this. Has only taken 1 score tick so far. Player up top fighting, player down low fighting. Can Booga make the impossible happen? Dodges the trap as well. Taking a little bit of score damage. Booga's going to look at it. 1 build left, drops on it, Booga. No!
But either way, Il termine en 4e position, et là, il le sait, et tout le monde le sait à vrai dire. Son avance est trop conséquente pour que qui que ce soit puisse y faire quoi que ce soit. Il y a, après 5 parties, la même différence de points entre le premier et le deuxième joueur qu'entre le deuxième et le 20e. Là, il le sait, ses adversaires le savent, les spectateurs le savent, il a gagné. La 6e game est presque un défilé, un dernier tour avant de dire au revoir. Si 99 joueurs se battent ici pour leur position, Bugha, lui, sait déjà qu'il n'a plus rien à faire, jouant par principe. Ce qui ne l'empêche pas de faire ce qu'il sait faire de mieux. Bugha, box fight for its life, a little back and forth here. He's waiting to see if this player rotates out. There it is, a big shot, another elimination. He's got near max material. Pyramid comes through. Bugha still alive. Shots going down. Can't connect with that one. One build left. The final moments of Fortnite World Cup. My gosh! Bow down. Bow down to Bugha. Doesn't even matter. 4 players, 3 players remaining. It's a fight out for the victory royale in Game 6. How he does. But ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion, Bugha! Bon, et bien voilà. À 16 ans seulement, Bugha devient le premier et le seul champion du monde de l'histoire de Fortnite, et dans la foulée, millionnaire. Et il ne s'est pas contenté de le faire de justesse, il l'a fait dans ce que je considère personnellement comme l'une des performances e-sportives de la décennie. Bugha, c'est une anomalie, comprenez bien que ce n'est pas du tout normal de se placer avec autant de constance dans le haut du classement à chaque partie. Pas du tout normal de se placer aussi haut tout en ayant fait autant de kills, avec tous les risques qui y sont associés, pas du tout normal. Enfin, de terminer 6 parties professionnelles de Fortnite avec 26 points d'avance, là où le deuxième, Psalm, en a 13 sur le 20e. King, quant à lui, termine à la 5e position, remportant à 13 ans, je le rappelle, la somme de 900 000 $, et en ayant le plus marqué les esprits, après Bugha, en jouant au jeu d'une manière qui semble absolument impensable pour n'importe quel autre joueur jouant avec un tel enjeu, sans parler de son âge. Et je suis bien content que les performances de ces joueurs m'aient permis de vous parler de Fortnite, qui est un jeu qui a mauvaise presse chez certains, généralement les plus vieux, mais qui place pourtant des mécaniques extrêmement complexes dans les mains d'un nombre incalculable de joueurs, permettant une sélection naturelle de talents particulièrement impressionnante. Si le jeu fait râler, c'est pour son look cartoonesque et son amour des collaborations douteuses, mais s'il y a bien une chose à laquelle les gamers sont bons, c'est quand même généralement de voir au-delà des apparences. Si les gens aiment les speedruns de Mario 64 ou les parties pro de Smash Bros, ça se fait généralement en dépit de leur apparence très enfantine, comprenant que la beauté de ces jeux réside dans la précision extrême de leurs joueurs, dans leur vitesse d'exécution, dans leurs inputs timés à la perfection. Il faut, pour Fortnite, comme pour les autres jeux, faire l'effort d'arracher l'emballage, de gratter du bout des ongles la peinture trop colorée qui recouvre son gameplay, et prendre conscience du talent extrême des joueurs qui s'affrontent à son sommet. 500 000 abonnés, c'est mon objectif avant la fin de l'année. Si vous voulez m'aider, vous abonner sera le meilleur moyen de le faire. Le deuxième meilleur moyen serait de me soutenir sur Patreon, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, alors je me suis décidé à ouvrir une page sans vraie contrepartie, simplement pour permettre aux gens qui veulent me soutenir financièrement de le faire sans trop se poser de questions. Et puis, voilà, merci encore.